Bonjour mes chers professeurs stagiaires, j'espère que vous allez tous très bien, ainsi que vos familles. Nous avons vu dans le chapitre précédent que c'est l'usage de la ressource et sa contextualisation qui la font devenir ressource numérique. Et justement, cette contextualisation, comme n'importe quelle pratique enseignante, nécessite une planification. Donc, l'objectif de ce chapitre, qui est d'ailleurs inscrit dans le premier domaine du référentiel de formation, est de savoir planifier une séance pour y intégrer les ressources numériques. Intégrer efficacement les ressources numériques dans sa pratique enseignante, il est évident que la venue des nouvelles technologies et leur intégration à la pédagogie n'entraîne pas un bouleversement total de nos actions en termes de planification des apprentissages. Cela veut dire que la ressource numérique doit pouvoir être intégrée à notre planification traditionnelle de cours, moyennant quelques adaptations. C'est-à-dire que cette intégration doit être pensée en termes de pédagogie et doit répondre aux questions suivantes. Pourquoi? Quels sont les objectifs et le public visé? Quoi? Quel est le contenu et comment? Quelles sont les méthodes et le contexte et les rôles des acteurs? Mais les besoins actuels mènent vers une reconfiguration des temps et des espaces éducatifs. Une variété de paramètres complexes entrent en jeu dans la situation d'apprentissage. Oui, l'enseignant doit alors être capable de manager ces différents paramètres, à savoir les objectifs, les connaissances, les méthodes et stratégies, les activités, les acteurs, les rôles, les ressources, l'utilisation des TIS ou non, les matériels logiciels. Et pour manager tous ces paramètres, il ne suffit pas alors de maîtriser les outils techniques qui sont le logiciel et le matériel, mais aussi d'être capable de planifier les activités et de les organiser dans le temps et l'espace pour éviter d'improviser, d'où la nécessité d'une orchestration. L'enseignant doit alors jouer le rôle de chef d'orchestre. Et pour cela, il a besoin de faire une scénarisation de la situation d'enseignement-apprentissage. En outre, dans l'ère du numérique, il est obligatoire de repenser le rapport à l'enseignement et à l'apprentissage et de développer de nouvelles pratiques pédagogiques plus en accord avec les besoins. Dans ce contexte, je vous invite à scruter ces nouvelles approches et d'essayer de les définir, à savoir la technopédagogie, la pensée critique, les compétences du XXIe siècle, connectivisme, social learning, digital natives versus digital immigrants, apprentissage ludique, ce qu'on appelle le serious games, la formation mixte, ce qu'on appelle la formation hybride, les classes inversées, le tutorat. Ces approches émanent d'une culture numérique, de la culture numérique actuelle et sont en voie de mise en œuvre. Je vous demande de donner une petite explication pour chacune d'entre elles. Un scénario pédagogique peut être défini comme étant la description effectuée a priori, prévue, c'est-à-dire avant la prestation ou a posteriori, constatée après la prestation du déroulement d'une situation d'apprentissage, visant l'appropriation d'un ensemble précis de connaissances, en précisant les rôles, les activités, les ressources, outils et services nécessaires à la mise en œuvre des activités. On peut dire aussi que le scénario pédagogique permet de formaliser un contrat détaillé entre les différents acteurs en présentant les attentes partagées et les rôles de chacun, et tous les moyens nécessaires pour accompagner l'atteinte des objectifs pédagogiques et l'acquisition des compétences générales ou spécifiques, tout en tenant compte des contraintes et de l'hétérogénéité des apprenants. En fait, le scénario pédagogique
émergent des théories d'apprentissage participatif centrées sur l'apprenant et son activité. Et avec les TIS, les activités peuvent prendre différentes formes, comme un cours présentiel, un travail effectué à distance, une session de projet entre plusieurs individus distants, une évaluation par quiz ou un exercice sur simulateur. Ici, on fait une analogie entre le scénario pédagogique et un fil conducteur, puisqu'on définit le scénario pédagogique comme étant un fil rouge, c'est-à-dire un fil conducteur qui détermine une succession d'étapes dans lesquelles les apprenants ont des tâches à effectuer et des rôles spécifiques à jouer, identiques à ceux de l'entreprise. On parle alors de storyboard. Alors, ce fil conducteur permet de structurer l'action de formation qui permet d'encadrer et de réguler les apprentissages et constitue alors une sécurité pour l'enseignant. Le scénario pédagogique permet de mettre l'élève en situation de faire ce qu'il ne sait pas faire et d'apprendre à le faire en le faisant. On parle alors du concept du learning by doing. Pourquoi adapter un scénario pédagogique? Avant de pouvoir utiliser un scénario pédagogique, l'enseignant doit se l'approprier et l'adapter au contexte de la classe, comme par exemple aménager la salle TIS, et au contexte du vécu, comme par exemple programmer une investigation sur terrain. Pourquoi scénariser? Les objectifs de la scénarisation sont multiples. Tout d'abord, planifier les activités en identifiant les objectifs d'apprentissage. Formaliser des intentions pédagogiques, passer un contrat clair avec le groupe, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Cette explicitation du contrat est nécessaire pour que l'apprenant puisse accepter de jouer son rôle et d'atteindre l'objectif partagé. Expliciter et faciliter le choix des démarches pédagogiques pour pouvoir alterner les méthodes pour accrocher l'attention de l'apprenant. Et avec les TIS, on peut mettre en place aussi des stratégies de différenciation. Exemple, mettre différents scénarios en fonction de groupes de besoins. Donner un fil conducteur, comme on a dit tout à l'heure, donner un fil conducteur structurant l'action de formation, ce qui constitue une sécurité pour l'enseignant. Évaluer et améliorer les pratiques, partager et réutiliser des activités dans le but de constituer des banques de scénarios pédagogiques. Une grille d'un scénario pédagogique doit être normalisée. Mais pourquoi? Parmi les contraintes qui empêchent les enseignants d'intégrer les ressources numériques dans leur pratique en classe est le manque de scénarios pédagogiques accompagnant ces ressources. Et le fait de disposer d'un modèle commun entre les différents expérimentateurs, les différents enseignants expérimentateurs, va faciliter la mutualisation, l'indexation et l'alimentation des banques de données de scénarios pédagogiques, ce qui encouragera tous les acteurs à la prise en main de l'environnement numérique et aidera à la bonne intégration des TIS dans les pratiques enseignantes. Une grille d'un scénario pédagogique comporte majoritairement 2 sections. La première section, c'est la section d'identification qui rassemble les éléments d'information qui permettent de le classer et de le retrouver dans une base de données. C'est là où vont figurer les mots-clés utilisés pour l'indexation. Et la deuxième section, c'est la présentation du déroulement des activités. Un scénario pédagogique est constitué d'un certain nombre de composantes de base, mais nous savons déjà que le scénario évolue, puisque c'est une entité vivante et qui peut changer suivant la contextualisation et le besoin. Alors, parmi les composantes, on trouve tout d'abord le titre. Si le scénario est répertorié par son titre dans une base de données,
les lecteurs pressés et sélectifs aura tout de même une idée sur son contenu et sera peut-être motivé à y accéder. Deuxièmement, l'identification qui contient toutes les informations nécessaires pour classer et retrouver facilement le scénario pédagogique dans une base de données, notamment le niveau scolaire ciblé, les matières touchées, les auteurs, la date et la version. Il est nécessaire de répertorier aussi les adresses de sites pertinents à la réalisation d'un scénario pédagogique et surtout d'en faire une description sommaire. Ça peut constituer une source d'information inestimable pour les autres. Quatrièmement, les objectifs et compétences. On distingue les objectifs d'apprentissage qui doivent être définis, énoncés en utilisant des termes définis dans les programmes officiels, ce qui permettra aussi une indexation efficace en utilisant ces termes. Et il devient aussi pertinent d'énoncer des objectifs d'enrichissement. Ce sont les objectifs transdisciplinaires, par exemple, les objectifs via l'intégration des TIS. Alors, parmi les objectifs relatifs à l'intégration des TIS, on peut citer maîtriser l'accès à l'information qui peut être visée lors d'une phase d'exploration, d'une investigation ou d'une mise en situation. Alors, développer des compétences de communication, de collaboration et de production qui peuvent être développées lors d'une phase de partage, d'analyse et de construction du savoir, qui peuvent être suivies d'une phase d'évaluation et de retour sur activité avant la publication de la production. Maintenant, je vais vous présenter les moments clés du processus d'enseignement-apprentissage, ce qui correspond à la section présentation du déroulement des activités. Alors, le premier moment clé du processus d'enseignement-apprentissage est la phase de préparation qui est composée d'une phase d'accrochage qui est la situation de départ, ce qu'on appelle l'amorce ou le déclencheur, dans laquelle on peut faire appel aux nouvelles technologies, exemple à partir d'une situation déclenchante illustrée par une vidéo ou bien la présentation d'un site internet ou d'un CD-ROM spécifique. Durant cette phase, il s'agit de créer un contexte qui stimulera l'apprenant à s'engager dans une démarche réelle en tant qu'apprenant, en faisant le lien avec la réalité qui l'entoure, c'est-à-dire le vécu. Donc, c'est une phase de motivation qui consiste à donner un sens aux apprentissages. Cette phase permettra aussi d'activer les connaissances antérieures des élèves et d'en faire une première organisation, par exemple via l'utilisation d'une carte sémantique. Durant cette phase, on peut aussi préciser aux élèves les intentions explicites d'apprentissage auxquelles ils sont confrontés. Et donc, la possibilité d'une collaboration tout en formulant les consignes qui devront être respectées et en suggérant différents modes de fonctionnement, par exemple un travail individuel ou bien un travail en groupe ou bien la répartition des tâches. La deuxième phase, c'est la phase de mise en situation qui est la phase d'imprégnation dans laquelle l'apprenant doit s'approprier le problème et se sentir concerné par l'objectif d'apprentissage. Vient ensuite la phase de réalisation des apprentissages qui est composée d'une phase de découverte durant laquelle l'apprenant peut procéder à une recherche d'informations ou à une résolution de problèmes, une phase de restitution qui correspond à une mise en commun, à une confrontation des résultats des apprenants et une phase de conceptualisation durant laquelle l'enseignant procède à la synthèse, à la formalisation des connaissances. Vient ensuite la phase d'intégration. Cette phase se vit concrètement sous la forme de retour sur la situation d'apprentissage vécue ou en cours de réalisation. Par exemple, faire le point sur l'évolution de l'activité
ou du projet. Vient ensuite la phase de consolidation. Alors, c'est la phase de consolidation des acquis pour les élèves en difficulté et ça peut aussi constituer une forme de différenciation. Enfin, la phase de dépassement ou la phase d'enrichissement pour les élèves particulièrement motivés, rapides ou doués qui trouvent leur épanouissement dans ce genre de situation, mais elle peut également permettre à l'enseignant de déclencher un autre concept et faire une ouverture sur la prochaine leçon. Avant de vous quitter, je voudrais encore une fois vous demander de prendre soin de votre santé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.